François Cornu-Gentil, bonjour. Bonjour. Bienvenue, ancien député de Haute-Marne, en effet LR, ancien maire de Saint-Dizier. Vous avez été conseiller de Michel Barnier pendant l'expérience de Matignon, une centaine de jours. Et puis vous êtes aussi l'auteur, c'était en 2021 chez Gallimard, de Savoir pour pouvoir sortir de l'impuissance démocratique. Donc un petit guide de survie pour la période que nous traversons. On n'a pas encore lu mon livre très bien, Voilà. parce qu'on s'enfonce dans l'impuissance démocratique, me semble-t-il, chaque jour un peu plus. Alors est-ce qu'on s'enfonce pas un peu moins depuis hier? Les 2 motions de censure ont échoué. Est-ce que c'est la stabilité tant attendue qui permet de commencer autre chose? Alors, il y a certainement une habileté du Premier ministre, hein, François Bayrou, on connaît son expérience, je dirais son métier. Donc il a stabilisé les choses. Je dirais que si on se place en dehors de tout intérêt du pays, si on se place d'un point de vue strictement politique, la performance est réelle. C'était pas si simple. Et en même temps, dans le brouhaha, on voit pas qu'au fond, tous les protagonistes ont plutôt intérêt à ce que ça dure. Quelle que soit l'habileté de François Bayrou. Pourquoi? Pour préparer leur le stratégie. président Macron, chacun sait que l'objectif est de durer, de persévérer Jusqu'au dans son bout. être et dans sa boutique, si je peux dire, l'Élysée. Et puis les différents partis politiques, ils ont tous en tête la présidentielle, mais pour différentes raisons, ils ne sont pas complètement prêts. Donc on s'agite beaucoup, on montre qu'on veut faire tomber Macron, mais en réalité on se prépare et on n'est pas complètement prêt. On a besoin de temps, à part Donc Mélenchon. Bayrou a joué de cela assez habilement. Alors est-ce qu'il peut doubler cette habileté d'une véritable action de fond pour faire des vraies réformes? Alors là, j'ai beaucoup plus de doutes. Non pas sur la personnalité de François Bayrou, hein, je crois qu'en réalité, c'est une situation qui est de plus en plus difficile en France et le poste de Matignon est de plus en plus difficile. Je crois que le public voit la pression de tous les partis contradictoires, de tous les partis politiques qui s'exercent, la difficulté à créer une majorité, oui, c'est vrai. Et, je pense que les choses sont en réalité encore plus profondes. C'est déjà très compliqué. Mais ce qui est encore plus compliqué et qu'on voit de l'intérieur de Matignon, c'est qu'en réalité, un Premier ministre, c'est fait pour conduire une politique. L'État français est devenu assez pléthorique, assez contradictoire. Chaque ministère a en fait sa politique. Donc, vous voyez, même un Premier ministre qui aurait sa majorité, ce qu'on peut souhaiter peut-être un jour, ce qui va peut-être revenir, eh bien, ce Premier ministre que tous les Français imagineraient fort, en réalité, est un peu englué dans un État où chacun gère sa boutique. Il n'y a plus de chef du gouvernement. Les Français le voient. C'est pas qu'il n'y a plus de chef, c'est que le chef est mis sur quelque chose qui diverge. Les Français, en fait, le voient depuis longtemps sur un domaine. Mais ce qu'on voit très bien sur un domaine, c'est un peu partout. Les bagarres entre la police, l'intérieur et la justice, bien sûr. Eh bien, il faut bien voir que dans beaucoup d'administrations, sur l'industrie, etc., l'État mène depuis 25 ou 30 ans des politiques divergentes. Alors le Premier ministre, s'il a du talent, il essaye de réduire ça, d'organiser ça, mais on a un problème beaucoup plus lourd, sans doute, à réorganiser. C'est dû aussi au quinquennat, parce que les députés ne songent qu'à la présidentielle et à être élus dans le sillage du président. Le quinquennat accélère, je dirais que spontanément, les politiques sont sur leur stratégie politique et non pas sur la gestion du pays. Le quinquennat a accéléré le phénomène. Mais en réalité, on s'aperçoit sur le long terme, là vraiment, pour sortir l'histoire de court terme, que en fait, la France, il y a le théâtre politique, qui est spectaculaire, heureusement ou pas, je ne sais pas si c'est un grand intérêt en tout cas, et puis il y a le pays qui est géré derrière, et on s'aperçoit que finalement le spectacle, les gens du spectacle interviennent finalement assez peu dans la gestion concrète du pays. C'est ça, il faut qu'ils reviennent à s'occuper de la structuration des ministères, les politiques publiques. Vous voyez, le théâtre politique, c'est coupé de la gestion réelle du pays. C'est ça qui se passe. Vous écriviez il y a quelques jours dans le Figaro, et c'est cette tribune qui m'a donné l'idée de vous inviter. La vérité est qu'aujourd'hui, tous les gouvernements sont faibles face à la double pression administrative et politique. Alors politique, vous l'avez expliqué, mais exactement. Administrative, pourquoi? Pour cette raison-là. Les fonctionnaires il y a des tas de réunions à Matignon où chacun vient expliquer la politique de son ministère, ou même et qui ne sont pas toujours convergentes. Et pendant ce temps-là, les hauts fonctionnaires ont pris le pouvoir? Oui, absolument. Ça se note aussi sur un phénomène avec l'accélération de succession des premiers ministres. En général, l'entourage du Premier ministre, le cabinet du Premier ministre, ce sont les conseillers du Premier ministre. Là, on s'aperçoit que depuis Gabriel Attal, un certain nombre de membres de cabinet restent, quel que soit le Premier ministre. Et donc, vous voyez bien qu'ils deviennent plus, de fait,
les représentants de leur administration que le conseiller du Premier ministre. C'est des fonctionnaires. Oui, enfin, il n'y a aucune critique sur leur qualité. Oui, vous le dites d'ailleurs, ils sont très efficaces. On voit bien que c'est l'État qui se substitue au pouvoir politique. Alors vous vous inquiétez, c'est vos mots, de cette spirale mortifère, quelles que soient les qualités des responsables politiques. Toutes nos institutions sont tirées vers le bas. Vers le bas, ça veut dire quoi? Ils travaillent moins bien ou ils travaillent peu? Non, ils travaillent beaucoup. On s'agite beaucoup. L'Assemblée, c'est ces tas de gens qui s'agitent actuellement. Mais comme on ne rentre jamais sur les sujets de fond, on est très fragile. Et comme on est très fragile, on est forcément dans la surenchère. Vous voyez, tout le monde veut du compromis. Mais vous ne pouvez avoir de compromis que si vous rentrez dans les détails, parce que vous pouvez articuler les choses. Quand vous n'avez plus que des slogans et des lignes rouges, le compromis est impossible. Au contraire, et donc on est... Alors, le paradoxe, c'est que tout le monde voit les insoumis, à juste titre, qui sont outranciers, mais y compris les gens modérés, dont on attendrait qu'ils rentrent un peu dans le fond, finalement, alors, ils ont des clashs moins violents, mais des éléments de langage qui ne permettent pas... Qu'est-ce que vous voulez faire comme compromis sur des éléments de langage? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité des citoyens par rapport à cette dégradation? Parce qu'on ne respecte plus l'État, on ne respecte plus les politiques, les réseaux sociaux ont pris le pouvoir. Moi, je crois qu'il y a plutôt une attente des citoyens. On le voit, je pense que la politique a changé et la classe politique n'en a pas pris conscience. Avant, la politique, c'était les grandes orientations de la société, gauche-droite, etc. Maintenant, les gens veulent des réponses concrètes à des sujets assez concrets et complexes. Comment on va faire la transition énergétique, comment on va gérer l'immigration. Et les gens, même s'ils n'ont pas fait Sciences Po, voient bien que sur ces sujets complexes, quelques éléments de langage ne suffisent pas. Et donc le ras-le-bol vient d'une attente non satisfaite. Alors vous proposez des solutions pour satisfaire cette attente. Est-ce que la décentralisation maximum en est une? Est-ce que les maires, vous avez été maire pendant longtemps, sont les mieux placés pour décider et agir? Non, il y a un certain nombre de responsabilités qui relèvent plus de l'État et qu'il faut donner aux collectivités, notamment les régions, qui peuvent s'emparer encore davantage du développement économique, ça c'est certain. Mais sur les grandes questions environnementales ou immigration et autres, je pense que c'est vraiment à l'État de se réorganiser complètement. Vous voyez, la mauvaise organisation de l'État... Monsieur Retailleau veut faire des choses importantes en matière d'immigration, mais vous voyez qu'une grande partie du sujet dépend du ministère des Affaires étrangères. Tant qu'on est structuré comme ça, les fameux laissez-passer consulaires. Le ministre, il est de bonne volonté, il fait des bonnes choses, mais voilà, on n'est pas organisé pour traiter les nouveaux problèmes. C'est simplement ça. Et comme les ministres sont éphémères, ils ne s'attaquent jamais à l'organisation de leur structure. Ils n'ont pas le temps. Donc oui, ils font leur petit théâtre. Ça veut dire qu'il faut faire une 6e République pour bouger? Ça veut dire qu'il faut sans doute organiser un lieu politique, et je suggère que ce soit le Sénat. Le Sénat rénové, dites-vous. Voilà, un Sénat, effectivement, qui serait plus consacré à faire une seconde lecture, mais qui serait au contraire consacré à faire le travail préparatoire, c'est-à-dire le travail de diagnostic, de voir les contradictions dans lesquelles on est pour gérer le climat, pour gérer, etc. Et pour offrir des options. Justement, la politique n'est plus capable d'offrir des options. Des slogans, c'est pas des options. Pour construire ce que les partis politiques ne sont pas capables de faire. Le temps du Sénat est plus long et donc se prêterait à ce travail qui permettrait de refaire de la politique en réalité. En le fusionnant avec le Conseil économique, social et environnemental? Je pense qu'on peut aller même plus loin, en supprimer complètement le Conseil économique. Et c'est le Sénat qui, en amont, donnerait les grandes lignes. Et voilà. Alors votre spécialité, c'est aussi la défense, la sécurité géopolitique. Comment réagissez-vous à la proposition de Donald Trump? Allez, on enlève les Palestiniens de Gaza pour en faire la nouvelle Côte d'Azur. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions, il y a énormément de spécialistes. Ce que je note, c'est que tout le monde est un peu déstabilisé. C'est le but du jeu, non? Voilà, oui. Alors, est-ce qu'il va en sortir? C'est vrai que le jeu au Moyen-Orient est plein de postures, de sous-entendus, quelquefois d'hypocrisie des uns et des autres. L'avantage de ce balourd de Trump, c'est peut-être d'obliger les gens à bouger. Alors, dans quel sens, je ne sais pas très bien. J'avoue que c'est... Voilà, Est-ce que la France a encore les moyens de peser sur ce type de dossier, par sa diplomatie, mais aussi par sa présence militaire? Je pense que la France peut dire un certain nombre de choses, parce qu'on est crédible, notamment sur notre appareil de défense. Mais que la faiblesse politique, économique dans laquelle on est donne moins de poids à nos arguments.
Et puis après, il y a une question de mise en œuvre. Moi, je suis très frappé d'une voir qu'Emmanuel Macron a voulu, sur pas mal de sujets, finalement essayer de maintenir l'idée d'une politique française, on dira gaulliste rapidement, hein, d'équilibre entre un certain nombre de trucs. Mais tout est dans la mise en œuvre et dans la crédibilité. Et ce qui s'est sans passé doute en que les Afrique, objectifs étaient assez justes, mais finalement, dans la mise en œuvre, on s'est brouillé avec tout le monde. notamment en Afrique où on a perdu tout notre territoire. Exactement. Donc je pense que la ligne que l'on entrevoit est intéressante, y compris quand on voit la radicalisation de Trump, etc. Mais encore faut-il être crédible pour la porter. Dans la crise budgétaire que nous traversons, nos capacités de défense ont été préservées, sanctuarisées? Alors, je dirais oui et non. Pour être objectif, oui, parce que quand Sébastien Lecornu dit qu'il y a un effort sans précédent, c'est assez vrai. Hein, Emmanuel Macron a quasiment doublé le budget de la défense, donc l'effort est réel. Ce qu'il faut quand même voir, c'est qu'en réalité, l'effort est très en dessous de ce qu'il faudrait faire, compte tenu, si on prend la situation au sérieux, il faudrait sans doute aller beaucoup plus loin, d'une part, et d'autre part, je ne vais pas rentrer dans les détails budgétaires, mais l'effort réel pour nous armer n'est pas aussi important qu'on le dit. On a fait un peu de bonneteau budgétaire, voilà, comme toujours. Est-ce que la solution, c'est pas l'Europe? Une défense européenne payée par les Européens, même si on est nous les acteurs majeurs? Oui, mais comme vous le voyez, on est les seuls à vouloir une Europe européenne. C'est ça le sujet. Et on n'a pas tellement avancé depuis la 4e République là-dessus, et la CED. Même sur la défense, où on a l'impression qu'il y a eu une réunion lundi, même Kerstheimer était invité. Oui, mais les intérêts, enfin beaucoup de nos partenaires, y compris les Allemands, ont quand même l'idée d'une défense très dépendante de celle des États-Unis. C'est pas complètement la conception française. Conception française voit une Europe point d'équilibre entre la Russie, la Chine et les États-Unis. Le retrait des c'est pas la États-Unis conception de nos partenaires. Donc, je pense là aussi qu'on a raison. Mais on est seul. Mais on est seul. Voilà. Et donc quand vous avez raison seul, vous avez tort. Si l'OTAN donc il faut se se donner les dévitalise, moyens. on va peut-être venir vers nous. On a une période et notre affaiblissement est catastrophique parce que je pense que nous sommes ceux qui disent à peu près ce qu'il faudrait faire, mais que personne n'a envie de nous suivre. Alors un mot de votre famille politique quand même, les LR. Alors vous êtes plutôt Wauquiez ou Retailleau dans la bataille qui s'esquisse? Ça y est, c'est reparti, une guerre des chefs. Je suis Haute-Marne, où je suis pour tout le monde. Je crois que nos partis, enfin tous les partis, regardez le Parti Socialiste, etc., tous les partis sont rejetés. Je pense que notre parti, il y a une attente, moi c'est ça qui me frappe. Notre parti n'est pas au pouvoir depuis un certain temps. Il a été marqué par des épisodes peu glorieux, qui ne donnent pas très envie. Et bien, en dépit de ça, regardez les dernières élections, dernier dimanche, il y a eu des scores assez honorables. À Bologne. Ce qui prouve bien, non pas que les gens nous trouvent formidables, mais qu'il y a une attente d'autre chose que ce qui est présent actuellement. Qu'est-ce qui manque? Un vrai leader, un vrai chef incontesté? Il manque des partis politiques, à mon avis, qui fassent un peu le travail que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas dans les slogans, qui proposent des options. Je pense que la vie politique nationale a une espèce de révolution à faire, presque s'inspirant du niveau local. Vous voyez, au niveau local, les maires, chacun a ses opinions politiques, mais les gens sont jugés sur ce qu'ils font réellement. Mais je crois que cette attente-là, moins politicienne, elle est celle des Français, et à nous de répondre, justement, parce qu'on a des gens ancrés dans le terrain. Eh bien, je renvoie les auditeurs à votre livre « Savoir pour pouvoir, sortir de l'impuissance démocratique » chez Gallimard. François Cornu-Gentil, merci et bonne journée. Merci. Merci Christophe. Rendez-vous demain matin. Votre invité sera le grand rabbin de France, Raïm Corsia. Radio J.